avant même que cette histoire commence, écrit dans les commentaires « L'âme n'oublie jamais ». Gardez cette phrase. Elle prendra tout son sens dans quelques minutes. Ce que vous allez entendre n'est pas qu'une simple histoire. C'est un voyage dans les mystères les plus profonds de l'existence humaine. Quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort et l'amour éternel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous semblent familières dès la première rencontre? Pourquoi certains lieux vous donnent cette sensation étrange d'avoir déjà vécu là? Pourquoi parfois, face à un inconnu, votre cœur se serre sans raison apparente? Et si je vous disais que ce que nous appelons « déjà vu » n'est que l'écho d'une vie que nous avons réellement vécue? Que l'âme garde en mémoire chaque existence, chaque amour et chaque trahison. L'histoire du docteur Sophie Moreau va vous emmener à travers 6 vies, 6 époques, 6 destins entrelacés. De la France médiévale à l'Égypte antique, des fjords vikings aux ateliers de la Renaissance. Chaque régression révélera un fragment d'une vérité plus grande. Et même quand vous penserez avoir compris le mystère, même quand la science semblera avoir toutes les réponses, attendez-vous à découvrir dans les dernières minutes une révélation qui changera tout. Car certaines âmes sont liées par quelque chose de plus fort que le temps lui-même. Si cette histoire réveille quelque chose en vous, si elle fait écho à vos propres mystères intérieurs, likez cette vidéo et abonnez-vous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder, il s'agit de reconnaître, de ressentir et peut-être de se souvenir. Une femme brillante accepte une expérience qui va révolutionner la science. Elle ne sait pas encore que ses souvenirs vont la mener vers un amour qui traverse les siècles. Mais certaines vérités peuvent-elles vraiment rester enfouies à jamais? Le café fumant entre ses mains tremblait légèrement alors que le docteur Sophie Moreau relisait pour la 3e fois l'étrange invitation qui était arrivée sur son bureau ce matin-là. L'entête de la Sorbonne était authentique, mais le contenu défiait tout ce en quoi elle avait toujours cru. Cher docteur Moreau, votre réputation de neurologue et vos recherches sur la mémoire cellulaire nous intéressent vivement. Nous aimerions vous inviter à participer à une étude révolutionnaire sur la régression hypnotique et les souvenirs ancestraux. Sophie secoua la tête incrédule. À 35 ans, elle avait consacré sa vie à la science rationnelle, aux faits tangibles, aux preuves irréfutables. L'hypnose régressive, c'était du charlatanisme, de la pseudo-science pour touristes en quête de sensations fortes. « Tu ne vas quand même pas accepter ça !» lui avait dit Marc, son collègue, en découvrant l'invitation. « Sophie, tu es l'une des neurologues les plus respectées de Paris. Ton travail sur les synapses et la formation des souvenirs fait référence dans le monde entier. Pourquoi risquer ta réputation pour ces fantaisies ?» Mais quelque chose dans cette lettre l'intriguait malgré elle. La signature « Professeur Alexandre Dubois ». Ce nom lui était étrangement familier, bien qu'elle soit certaine de ne l'avoir jamais rencontré. Une sensation bizarre, comme un écho lointain d'un rêve oublié. Le laboratoire se trouvait dans les sous-sols de la Sorbonne, dans une aile que Sophie ne connaissait pas. Elle suivit les couloirs tamisés, ses talons résonnant sur le carrelage ancien. L'odeur de vieux livres et de produits chimiques flottait dans l'air. Plus elle avançait, plus son cœur battait vite sans qu'elle comprenne pourquoi. La porte portait simplement l'inscription « Laboratoire de neurosciences avancées, accès restreint ». Sophie hésita un instant avant de frapper. Une voix grave répondit « Entrez, docteur Moreau, nous vous attendions ». Elle poussa la porte et se figea. L'homme qui se tenait devant elle, la quarantaine élégante, les cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, les yeux d'un bleu profond, lui coupa littéralement le souffle. Ce visage, elle l'avait déjà vu. Mais où? Dans ses rêves, peut-être? « Professeur Dubois ?» balbutia-t-elle, la gorge soudain sèche. Il sourit. Et ce sourire fit naître en elle une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Nostalgie? Mélancolie? Ou quelque chose de plus profond encore? « Appelez-moi Alexandre, je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que cela peut paraître inhabituel pour une scientifique de votre calibre. » Sophie hocha la tête, incapable de détacher son regard du sien. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une familiarité troublante qui la déstabilisait complètement. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» demanda-t-elle enfin. Alexandre s'approcha et elle sentit son parfum, bois de santal et bergamote,
qui réveillaient en elle des souvenirs qu'elle n'arrivait pas à saisir. « Nous voulons explorer les limites de la mémoire humaine, docteur. Découvrir si nos cellules peuvent conserver des traces d'expériences antérieures. » Sophie s'installa dans le fauteuil de cuir noir, ses mains moites trahissant une nervosité qu'elle tentait de masquer. Le laboratoire d'Alexandre était à la fois moderne et mystérieux, avec ses écrans de contrôle sophistiqués et ses bibliothèques remplies d'ouvrages anciens sur la conscience et l'âme humaine. « Détendez-vous, Sophie », murmura Alexandre en ajustant les électrodes sur ses tempes. « Ce ne sera qu'une séance exploratoire. Si vous ressentez le moindre inconfort, nous arrêterons immédiatement. » Ses doigts effleurèrent sa peau et elle frissonna. Ce contact lui semblait si familier, comme si ses mains l'avaient déjà touché 1000 fois auparavant. « Je dois vous avouer que je reste très sceptique, » dit Sophie en fermant les yeux. « Mon cerveau rationnel refuse de croire à ces histoires de vies antérieures. Votre cerveau rationnel va peut-être avoir quelques surprises, » répondit Alexandre avec un sourire énigmatique. « Maintenant, respirez profondément et laissez-vous aller. » Sa voix devint plus douce, plus hypnotique. Sophie sentit ses membres s'alourdir progressivement, sa respiration se ralentir. Les bruits du laboratoire s'estompaient peu à peu, remplacés par un silence ouaté, réconfortant. Vous remontez dans le temps, Sophie. Votre conscience glisse vers le passé, vers des souvenirs enfouis dans les tréfonds de votre être. Soudain, tout changea. Sophie n'était plus dans le laboratoire. Elle se tenait dans une grande salle aux murs de pierre froide, éclairée par des chandelles dont la cire coulait lentement. L'odeur de l'encens et du parchemin ancien emplissait ses narines. Elle portait une robe de velours bleu sombre, brodée d'or qui pesait lourd sur ses épaules. « Mon nom est Isabelle de Montclair », s'entendit-elle dire d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Une voix plus grave, teintée d'un accent aristocratique. « Nous sommes en l'an de grâce 1431, au château de Chinon. » Dans le laboratoire, Alexandre et son équipe échangeaient des regards stupéfaits. Sophie parlait avec une assurance déconcertante, décrivant des détails historiques d'une précision troublante. Le roi Charles VII vient de recevoir des nouvelles troublantes. Jeanne d'Arc, notre chère pucelle, elle a été capturée par les Bourguignons. Le roi est effondré. Il arpente ses appartements comme un lion en cage, refusant de voir quiconque. Sophie, ou plutôt Isabelle, se dirigea vers une fenêtre étroite donnant sur la cour du château. « Je vois les soldats qui s'entraînent dans la cour. Leurs épées brillent sous le soleil de mai. Il y a de la peur dans leurs yeux. Sans Jeanne, comment continuerons-nous à repousser les Anglais ?» Alexandre s'approcha du microphone d'enregistrement. « Isabelle, pouvez-vous nous parler de votre famille, de votre rôle à la cour ?» « Mon père, le comte Henri de Montclair, est conseiller du roi. Ma mère, dame Aliénor, était autrefois dame de compagnie de la reine Isabeau de Bavière, avant les troubles. Je suis fiancé au jeune duc de Bretagne, mais mon cœur appartient à un autre. » La voix se brisa légèrement. « Il s'appelle Alexandre de Beaumont, un chevalier sans fortune, mais d'une noblesse d'âme incomparable. Nos regards se sont croisés lors du couronnement du roi à Reims, et depuis, je n'arrive plus à l'oublier. » Dans le laboratoire, le vrai Alexandre sentit son cœur s'emballer. Ce nom, ce visage qu'elle décrivait avec tant d'émotion. Il a les yeux bleus comme un ciel d'été. Et quand il sourit, j'ai l'impression que le monde entier s'illumine. Mais notre amour est impossible. Mon père n'accepterait jamais une union avec un homme si pauvre, même s'il descend d'une lignée honorable. Soudain, Sophie se redressa brusquement, les yeux encore fermés, mais le visage tendu. « On vient me chercher !»
Mon père, il a découvert nos lettres secrètes. Il est furieux. Alexandre est en danger. Ils vont l'arrêter pour avoir osé courtiser la fille d'un comte sans permission. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Non, non, ce n'est pas possible. Ils l'emmènent. » Les sanglots de Sophie résonnaient dans le laboratoire silencieux. Alexandre, bouleversé par l'intensité de ses émotions, hésitait à interrompre la séance. Mais Isabelle continuait à parler à travers elle, sa voix brisée par le chagrin. « Ils l'ont emmené au cachot du château. Mon père dit qu'il sera jugé pour tentative d'enlèvement d'une dame de noble naissance. Mais c'est faux. Nous ne nous sommes jamais enfuis. Nous nous aimions, c'est tout. Nous nous aimions simplement. » Sophie se tordit dans le fauteuil, comme si elle ressentait physiquement la douleur d'Isabelle. « J'ai supplié mon père à genoux. J'ai renoncé à ma dot, à mon titre, à tout. Mais rien n'y fait. Alexandre sera exécuté à l'aube. » La voix d'Isabelle devint un murmure déchirant. Je cours vers les cachots. Les gardes me reconnaissent, ils me laissent passer. Alexandre est là, dans cette cellule humide et froide. Ses mains sont enchaînées, mais ses yeux brillent encore d'amour quand il me voit. « Que me dit-il, Isabelle ?» demanda doucement Alexandre, la gorge serrée. Il me dit « Mon amour ne pleure pas. Même si ce corps périra demain, mon âme te retrouvera. Dans cette vie ou dans une autre, nous serons réunis, je te le promets. » Et puis il me donne ceci. Sophie porta instinctivement sa main à son cou, comme si elle tenait un objet. Un médaillon en or, avec nos initiales gravées. I et A entrelacés pour l'éternité. Il me dit de le garder, que ce sera notre signe de reconnaissance à travers les siècles. Soudain, la respiration de Sophie s'accéléra. L'aube arrive. J'entends les pas des soldats dans le couloir. Ils viennent le chercher. Alexandre me regarde une dernière fois et murmure « Souviens-toi de moi, Isabelle. Cherche-moi. Je reviendrai. » Un cri déchirant sortit de la gorge de Sophie, puis progressivement, ses traits se détendirent. Alexandre attendit quelques secondes avant de parler. « Sophie, nous allons maintenant explorer plus profondément. Laissez votre conscience glisser encore plus loin dans le passé. » Cette fois, le changement fut encore plus radical. L'atmosphère médiévale se dissipa, remplacée par une chaleur sèche et l'odeur d'encens exotique. Sophie se redressa avec une grâce différente, plus mystérieuse, plus solennelle. « Je suis Néite, » dit-elle d'une voix mélodieuse, teintée d'un accent indéfinissable. « Prêtresse du temple d'Isis à Alexandrie. Nous sommes sous le règne de Ptolémée XII, et la grande bibliothèque brille encore de tous ses feux. » Alexandre frémit. Cette assurance, cette noblesse naturelle, c'était troublant. « Le temple est magnifique, » continua Néite à travers Sophie. « Des colonnes de marbre blanc s'élèvent vers le ciel, gravées de hiéroglyphes sacrés. L'odeur du lotus flotte dans l'air, mélangée à celle des huiles parfumées que nous utilisons pour les rituels. Je porte une tunique de lin blanc immaculé, et mes cheveux sont tressés avec des fils d'or. »« Parlez-nous de votre rôle, Néite, » demanda Alexandre, captivé. « Je suis la gardienne des manuscrits secrets, ceux qui contiennent les mystères de la vie et de la mort, de la réincarnation des âmes. Dans la salle la plus secrète du temple, derrière l'autel d'Isis, se cache une bibliothèque que seules 3 prêtresses connaissent. Les rouleaux de papyrus y sont conservés dans des jarres d'argile scellées, à l'abri de l'humidité et du temps. » Sophie décrivit alors avec précision stupéfiante l'organisation de cette bibliothèque cachée, mentionnant des textes sur l'immortalité de l'âme, des cartes stellaires permettant de calculer les cycles de réincarnation et des rituels pour aider les âmes à se rappeler de leur vie passée. « Il y a un homme. » La voix de Néite se fit plus douce. « Un érudit grec qui vient souvent consulter nos manuscrits. Il s'appelle Alexandros de Rhodes.
Quand nos regards se sont croisés la première fois, j'ai eu la sensation étrange de le connaître depuis toujours, comme si nos âmes se soient déjà rencontrées dans une existence antérieure. Dans le laboratoire, Alexandre sentit un frisson le parcourir. Encore ce nom, encore cette connexion inexplicable. Alexandros me dit qu'il rêve de moi depuis son enfance. Il décrit des visions où nous nous aimons passionnément, puis où nous nous perdons tragiquement. Il pense que nous sommes liés par un karma ancien, que nos destins sont entremêlés depuis la nuit des temps. La voix de Néit devint mélancolique. Mais je suis prêtresse d'Isis, vouée à la chasteté et au service de la déesse. Notre amour est interdit par les lois sacrées. Pourtant, chaque nuit, je prie pour que la déesse nous guide vers une solution. Sophie serra soudain les poings, son visage se crispant de douleur. Les Romains arrivent. Ils vont détruire le temple. Alexandre court vers moi. Il faut sauver les manuscrits. Mais il est trop tard. Le feu dévore tout. Non, les rouleaux sacrés, cria Nate à travers Sophie, sa voix emplie d'une détresse profonde. Alexandros, aide-moi. Nous devons sauver au moins les manuscrits sur la réincarnation. Ils contiennent les secrets que l'humanité ne doit pas perdre. Sophie gesticulait dans le fauteuil, comme si elle tentait réellement de sauver des objets précieux des flammes. Je cours vers la salle secrète. La fumée pique mes yeux. La chaleur devient insupportable. Alexandros me suit. Il crie « Nate, laisse tout, sauve-toi !» Mais je ne peux pas. Ces connaissances sont trop précieuses. Sa voix se brisa. Une poutre enflammée s'effondre entre nous. Alexandros est pris au piège de l'autre côté. Ses derniers mots résonnent à travers les flammes. « Je te retrouverai, Nate. Dans chaque vie, je te retrouverai. Et moi, je meurs en serrant contre mon cœur le dernier manuscrit sur les âmes éternelles. » Alexandre, bouleversé par l'intensité de la scène, laissa quelques secondes de silence avant de guider Sophie plus profondément dans sa transe. Laissez votre conscience voyager encore, Sophie, vers une autre époque, à un autre lieu. Cette fois, la transformation fut saisissante. Sophie se redressa d'un coup, les épaules droites, le menton fier. Quand elle parla, sa voix était rauque, puissante, avec un accent totalement différent. « Ek heitir Astrid Björnsdottir » déclara-t-elle en vieux norrois parfait, laissant l'équipe d'Alexandre bouche bée. « Jeg ein kriger fra Normannen » Le linguiste de l'équipe, Dr Hansen, se pencha vers son micro en murmurant avec excitation. « Elle parle un vieux norrois parfaitement authentique. Comment est-ce possible ?» Sophie continua, alternant entre le norrois et le français. « Je suis Astrid, fille de Björn le Rouge, jarl des terres du Nord. Nous sommes en l'an 447 de l'ère chrétienne. Mon épée s'appelle Fimbulvecre, l'hiver éternel, et elle a goûté au sang de 100 ennemis. Sa posture était celle d'une guerrière accomplie. Je sens le vent glacial des fjords sur mon visage, l'odeur du bois brûlé et du fer forgé dans notre village. Mes cheveux blonds sont tressés avec des anneaux d'argent pris sur mes ennemis vaincus. Ma côte de maille brille sous le soleil pâle du nord. « Parlez-nous de vos voyages, Astrid » demanda Alexandre, fasciné. « Nous naviguons vers l'est, sur les fleuves de la terre des Slaves, pour commercer avec Mikligard, ce que vous appelez Constantinople. Nos dracars fendent les eaux sombres, chargés de fourrures, d'ambre et d'esclaves. Mais moi, je ne suis pas qu'une marchande, je suis une guerrière et ma réputation me précède. » Astrid décrivit alors avec une précision troublante les routes commerciales vikings, les techniques de navigation, les rituels funéraires. Elle évoqua des batailles spécifiques, des noms de lieux qui correspondaient parfaitement aux découvertes archéologiques récentes. « Il y a un homme dans notre équipage, » continua-elle, sa voix se faisant plus douce. « Un scaldé, un poète guerrier, qui vient des terres de l'Ouest. Il s'appelle Aleif, Alexandre dans votre langue. Ses yeux sont bleus comme la glace des glaciers, et quand il récite ses poèmes autour du feu, sa voix fait vibrer quelque chose de profond en moi. » Alexandre sentit à nouveau ce frisson familier. « Aleif prétend qu'il rêve de moi depuis l'enfance. Il dit que dans ses rêves, nous nous aimons dans d'autres vies, sous d'autres noms. Il a même composé un poème sur nos retrouvailles éternelles. « Jenom tid erum, cherligen varar, som vind jenom eiker, aldri den farar, ivert nift korop, ivert nift yerter, fineriek de yenem min evelig chiebne. » Dr Hansen traduisit en chuchotant. « À travers le temps et l'espace, l'amour perdure, comme le vent dans les chênes, jamais il ne s'enfuit. Dans chaque nouveau corps, dans chaque nouveau cœur, je te retrouve, mon destin éternel. » Astrid poursuivit son récit. «
Mais notre amour est compliqué. Je suis déjà promise à Ragnar le Sanguinaire, un jarl puissant qui permettrait à mon père d'étendre ses terres. Et Aleif n'a pour fortune que ses poèmes et son courage. » Sa voix devint tendue. Un jour, lors d'un raid contre un village saxon, tout bascule. Ragnar surprend Aleif et moi en train de nous embrasser près de la rivière. Sa colère est terrible. Il défie Aleif en combat singulier. Selon nos lois, le vainqueur m'épousera. Sophie serra les poings, revivant l'angoisse d'Astrid. Le combat est féroce. Aleif se bat comme un lion, mais Ragnar est plus fort, plus expérimenté. Je vois la blade de Ragnar s'enfoncer dans le cœur de mon aimé. Son sang rouge se mélange à la neige blanche. Ses larmes que l'ont à nouveau. Aleif me regarde une dernière fois et murmure « Min Kerlieid, Jexkal Finedeig, Yenen, In Valalar, Elerpo Midgard, Jexkal Finedeig, Yenen. Mon amour, je te retrouverai. Au Valhalla ou sur Midgard, je te retrouverai. » Et vous, Astrid, que devenez-vous ? Demanda Alexandre. Moi, je ne peux supporter cette douleur. Cette nuit-là, pendant que Ragnar célèbre sa victoire, je prends l'épée d'Aleif et je la plonge dans mon propre cœur. Je préfère rejoindre mon amour dans l'autre monde plutôt que de vivre sans lui. Le silence qui suivit le récit tragique d'Astrid était lourd d'émotion. Alexandre observait Sophie, dont les larmes séchaient lentement sur ses joues. Comment une femme pouvait-elle revivre avec tant d'authenticité des vies qu'elle n'avait jamais vécues ? Et surtout, pourquoi ressentait-il lui-même cette douleur familière à chaque récit ? Sophie, laissez votre conscience voyager encore vers une époque de beauté et d'art. Cette fois, la transformation fut d'une délicatesse saisissante. Sophie redressa gracieusement la tête, ses gestes devenant plus raffinés, plus artistiques. Quand elle parla, sa voix avait pris les intonations mélodieuses de l'italien de la Renaissance. « Mi chiamo Lucia Benedetti », dit-elle avec un accent toscan parfait. « Siamo nel 1487, nella magnifica Firenze, la città che brilla come un gioiello sotto il sole della Toscana. » L'équipe échangea des regards stupéfaits. Sophie ne parlait pas italien dans la vie réelle, et pourtant... « Je suis dans l'atelier de maître Sandro Botticelli », continua-t-elle en français, ses mains commençant à esquisser des gestes de peintre dans l'air. L'odeur de la térébenthine et des pigments frais emplit mes narines. Les rayons du soleil filtrent à travers les hautes fenêtres, illuminant les toiles inachevées qui tapissent les murs. Sophie, ou plutôt Lucia, décrivit alors l'atelier avec une précision troublante. L'organisation des couleurs, la préparation des toiles, les techniques secrètes de mélange des pigments, ses mains bougeaient comme si elle tenait réellement des pinceaux, reproduisant des gestes qu'elle n'avait jamais appris. « Mais je ne suis pas seulement une apprentice ordinaire, » expliqua Lucia. « Je suis une femme, et les femmes n'ont pas le droit de signer leurs œuvres. Alors je peins en secret, la nuit, quand l'atelier est vide. Mes toiles sont vendues sous le nom de maître Botticelli ou de ses assistants masculins. » Sa voix devint passionnée. « J'ai créé des œuvres que l'histoire attribuera à d'autres. Une Vénus que vous connaissez peut-être, avec des détails dans les cheveux que seule une femme pouvait peindre avec tant de délicatesse. Et ce portrait de noble dame avec cette mélancolie dans le regard, c'est mon âme que j'y ai mise. » Alexandre se pencha vers elle, fasciné. « Lucia, y a-t-il quelqu'un de spécial dans votre vie ?» Un sourire tendre illumina le visage de Sophie. « Alessandro Di Marco, il est poète et philosophe, ami de Pic della Mirandola. Il vient souvent à l'atelier pour commander des illustrations pour ses manuscrits. La première fois que nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. » Lucia décrivit leur rencontre. Il était là, penché sur un parchemin enluminé, quand une goutte de peinture dorée est tombée de mon pinceau sur sa main. Au lieu de se fâcher, il a ri et m'a dit « Cette goutte d'or vaut tous les trésors des Médicis, car elle vient de vos mains divines. » Et moi, qui n'avais jamais parlé à un homme en dehors des commandes, j'ai rougi comme une enfant. Ses mains continuaient à peindre dans l'air, traçant des formes invisibles mais précises. Dr Moretti, l'expert en art de l'équipe, observait ses gestes avec ahurissement. Ces mouvements, c'est exactement la technique de sfumato de Leonardo de Vinci. Comment peut-elle connaître ces gestes si précis ? Il y a une toile secrète que je peins pour Alessandro, un tableau de nous deux dans un jardin imaginaire où nous pourrions nous aimer librement.
Je la cache derrière un mur de l'atelier, dans un espace que seul je connais. Cette œuvre sera mon testament d'amour éternel. » Soudain, le visage de Sophie se crispa de douleur. La peste arrive à Florence. Alessandro tombe le premier malade. Je me glisse dans sa demeure la nuit pour le soigner, au péril de ma vie. Ses yeux brûlent de fièvre, mais il me reconnaît encore. Il me dit « Lucia, mia cara, peins-moi encore dans tes rêves, peins notre amour dans toutes les vies à venir. Je te promets de revenir, de te chercher jusqu'à ce que nos pinceaux se retrouvent. » Et moi, je contracte la peste en l'attendant l'embrasser une dernière fois. Les larmes coulaient abondamment sur le visage de Sophie. Je meurs en tenant sa main, dans cette chambre où flottent encore les parfums de jasmin et d'huile de lin. Ma dernière pensée pour cette toile secrète, notre amour secret qui survivra peut-être au siècle, même si nos corps périssent. Dans le laboratoire, Alexandre sentit sa gorge se serrer. Ses détails, ses émotions, pourquoi avait-il l'impression d'avoir vécu tout cela ? L'atmosphère dans le laboratoire était devenue électrique. Alexandre observait Sophie avec une inquiétude grandissante. Chaque régression semblait plus intense, plus réelle que la précédente. Et lui ressentait chaque émotion, comme si c'était la sienne. « Sophie, nous allons explorer une période plus récente de l'histoire. Laissez-vous glisser vers le XXe siècle. » Cette fois, la transformation fut brutale et déchirante. Sophie se recroquevilla dans le fauteuil, ses traits se durcissant, son corps se tendant comme celui de quelqu'un habitué à la survie. Quand elle parla, sa voix était rauque, marquée par l'accent polonais et une détermination farouche. « Nazywam się Anna Kowalski », dit-elle en polonais avant de basculer en français. « Nous sommes en 1943, dans le ghetto de Varsovie. L'air pue la mort, la fumée et la peur. Mes mains sont crevassées par le froid et tachées de sang séché. » L'équipe médicale nota immédiatement un changement physique troublant. De fines marques rouges commençaient à apparaître sur les poignets de Sophie, comme si son corps réagissait au traumatisme traumatisant. « Je fais partie de la résistance », continua Anna à travers Sophie, sa voix vibrante de colère contenue. « Nous luttons contre l'occupant nazi avec nos maigres armes, nos molotovs de fortune et notre rage de vivre. Mon frère Thomas a été abattu la semaine dernière, en tentant de faire passer des enfants de l'autre côté du mur. » Sophie porta instinctivement sa main à son épaule gauche, grimaçant de douleur. Sur sa peau, une marque rouge en forme de brûlure apparut distinctement, visible de tous. « Comment est-ce possible ?» murmura Dr Leblanc, le médecin de l'équipe. Son corps reproduit littéralement les traumatismes de cette... Anna poursuivit son récit terrifiant. « Il y a un homme dans notre groupe de résistants. Alexander Novak. C'est un intellectuel, professeur de philosophie avant la guerre. Ses yeux bleus contrastent étrangement avec la dureté de son visage marqué par les combats. Quand je l'ai vu dans cette cave humide où nous préparons nos sabotages, j'ai eu cette sensation étrange, comme si nos âmes se reconnaissaient malgré l'horreur qui nous entoure. Alexander dit qu'il rêve de moi depuis l'enfance, pas dans ce contexte de guerre, mais dans des époques plus douces, où nous nous aimions librement. Il me raconte ses rêves dans les longues nuits d'attente avant l'émission. Il dit que nous nous sommes déjà perdus trop de fois, que cette fois-ci sera différente. » Sophie Anna décrivit alors avec une précision glaçante les opérations de résistance, les sabotages de trains, l'aide aux évasions du ghetto, la fabrication d'explosifs artisanaux. Chaque détail correspondait parfaitement au témoignage historique. Notre dernière mission devait être notre plus grande victoire. Nous avions planifié de faire exploser un convoi transportant des officiers SS. Alexander et moi, nous devions placer les charges explosives sous le pont ferroviaire. Le visage de Sophie se crispa soudain et de nouvelles marques apparurent sur ses bras, comme des ecchymoses fraîches. Mais nous sommes trahis. Quelqu'un nous a dénoncés. Les soldats allemands nous attendent, cachés dans les buissons près du pont. Alexander me pousse derrière un pilier de béton au moment où les premières balles sifflent. « Anna, cours !» me crie-t-il. « Sauve-toi !» Mais je ne peux pas l'abandonner.
Sa respiration devint haletante, comme si elle revivait réellement la scène. Je vois Alexander toucher à l'épaule, puis au ventre. Il s'effondre, mais continue à ramper vers les explosifs. Il veut terminer la mission, même mourant. Son sang rouge se mélange à la neige sale du mois de février. Les larmes coulaient abondamment sur le visage de Sophie, et l'équipe médicale notait avec stupeur l'apparition d'une nouvelle marque sur son abdomen, exactement là où Anna décrivait la blessure d'Alexander. Je cours vers lui sous les balles. Une balle me traverse l'épaule. Une autre effleure ma tempe. Je m'effondre à côté d'Alexander. Ses yeux bleu-blanc, sont déjà voilés par la mort qui approche. Sophie porta sa main à sa tempe, où une fine ligne rouge venait d'apparaître. Il me dit avec ses dernières forces, « Anna, mon amour, nous nous retrouvons dans un monde en paix. Cherche-moi dans une vie où nous pourrons nous aimer sans craindre les balles. » Et puis, l'explosion. Alexander a réussi à déclencher les charges. Le pont s'effondre, emportant le convoi d'Allemands avec lui. Anna, moi je meurs dans ses bras, au milieu des flammes et des débris. Ma dernière pensée n'est pas pour la victoire de la résistance, c'est pour ses yeux, pour cet amour que nous n'avons jamais eu le temps de vivre pleinement. Je meurs en murmurant « Dans la prochaine vie, mon amour, dans la prochaine vie, nous serons libres. » Dans le laboratoire, le silence était total. Alexandre regardait avec effroi les marques qui continuaient à apparaître sur la peau de Sophie. Brûlures, ecchymoses, égratignures. Son corps manifestait physiquement les traumatismes de Anna Kowalski. Docteur Leblanc contrôlait fébrilement ses constantes vitales. C'est médicalement impossible. Son corps réagit comme s'il subissait réellement ses blessures. Mais Alexandre ne l'écoutait plus. Il fixait Sophie, bouleversé par une évidence qui le glaçait le sang. Il connaissait cette histoire. Pas seulement par les livres d'histoire, il la connaissait de l'intérieur, comme s'il l'avait vécue. La salle d'hypnose baigne dans une lumière tamisée. Sophie, allongée sur le fauteuil de cuir, sent ses paupières s'alourdir sous la voix envoûtante du professeur Dubois. Cette 6e séance promet d'être la dernière, et une étrange appréhension l'étreint. Laissez votre esprit voyager, Sophie. Où vous emmène-t-il cette fois? Soudain, la chaleur moite du Brésil l'enveloppe. Elle sent l'odeur enivrante des fleurs tropicales et entend le murmure de la forêt amazonienne. Ses mains, maintenant ridées et marquées par le temps, tiennent des herbes médicinales. « Je suis Maria Santos », murmure-t-elle d'une voix différente, teintée d'un léger accent. « Curandera dans un petit village près de Manaus, en 1847. Les gens viennent de loin pour mes remèdes. » Le professeur Dubois se penche, fasciné. Dans cette incarnation, Sophie décrit avec précision les propriétés curatives de plantes que la science moderne vient à peine de découvrir. Elle parle de rituels de guérison, de la connexion spirituelle entre l'homme et la nature. Mais soudain, son corps se raidit. « Il est là, encore lui !» chuchote-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « L'homme aux yeux verts. Il me regarde depuis la lisière de la forêt. Pourquoi me suit-il de vie en vie ?» Dans la pénombre de la salle, le professeur Dubois pâlit. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il observe Sophie revivre cette rencontre mystérieuse. « Décrivez-le, Maria. Comment est cet homme ?» Grand, des cheveux sombres, des yeux d'un vert profond comme la jungle. Il a une cicatrice sur la main droite, en forme de croissant. Quand il me regarde, c'est comme si mon âme le reconnaissait depuis toujours. L'équipe scientifique échange des regards troublés. Dans chaque régression, Sophie a mentionné cet homme mystérieux. Le chevalier qui protégeait Isabelle de Montclair, le scribe qui enseignait à Naït, le marchand qui aimait Astrid, l'érudit qui encourageait Lucia, le résistant qui sauvait Anna. « Que ressent Maria pour lui ?» demande Dubois, la voix étrangement altérée. « De l'amour, mais aussi de la peur, comme si notre union était à la fois bénie et maudite, comme si
comme si nous payions pour quelque chose que nous avons fait il y a très longtemps. Sophie soudain se redresse, les yeux encore fermés mais l'expression bouleversée. Je vois autre chose, plus loin, plus ancien. Une grande cité autour de cristal, des prêtres en robe blanche, et nous deux, encore plus jeunes. Mais quelque chose de terrible se prépare, une trahison, un choix impossible. Sa voix se brise. Le professeur Dubois fait signe à son équipe d'arrêter l'enregistrement. Sophie, revenez doucement à nous. Quand elle ouvre les yeux, Sophie croise le regard du professeur. Pour la première fois depuis le début de ces séances, elle le voit vraiment. Ses yeux d'un vert profond, ses cheveux sombres, et sur sa main droite, une cicatrice en forme de croissant. « Mon Dieu !» souffle-t-elle. « C'est vous. » Le silence qui suit cette révélation est assourdissant. Sophie fixe le professeur Dubois, son cœur battant à tout rompre. L'équipe scientifique, inconsciente du drame qui se joue, range méthodiquement le matériel d'enregistrement. « Laissez-nous seuls », ordonne Dubois d'une voix blanche. Une fois la porte fermée, il s'effondre dans le fauteuil face à Sophie, le visage ravagé par une émotion qu'il n'arrive plus à contenir. « Vous savez » dit-il simplement. « Alexandre Dubois, ce n'est même pas votre vrai nom, n'est-ce pas ?» Il secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. « Non. Mon nom véritable s'est perdu dans les méandres du temps. J'ai porté tant d'identités. Édouard de Montbrun au XVe siècle, Ketty l'érudit à Alexandrie, Björn le marchand viking, Lorenzo l'humaniste florentin, Stanisław le résistant polonais, Antonio le botaniste brésilien. » Sophie sent le monde vaciller autour d'elle. « Comment est-ce possible? Vous vous souvenez de tout ?» Depuis mon enfance. Les images, les sensations, les émotions, chaque vie gravée dans ma mémoire comme un fardeau. J'ai passé cette existence à vous chercher, Sophie, à comprendre pourquoi nos âmes sont liées par ce destin tragique. Il se lève, arpentant la pièce comme une bête en cage. J'ai étudié la psychologie, les neurosciences, l'histoire. Tout pour prouver que la réincarnation existe, pour vous retrouver et briser ce cycle infernal. « Quel cycle ?» demande Sophie, bien qu'au fond d'elle, elle commence à comprendre. Alexandre s'arrête devant une bibliothèque remplie d'ouvrages anciens. Dans chaque vie, nous nous retrouvons. Dans chaque vie, nous nous aimons. Et dans chaque vie... Il ferme les yeux, la douleur palpable dans sa voix. Dans chaque vie, je vous perds. Parfois par ma faute, parfois par le destin, toujours dans la souffrance. Sophie tend la main, et Florence ajoute avec de la tendresse infinie. Isabelle est morte en couche, notre enfant avec elle. Néit a été sacrifiée par les prêtres jaloux de notre amour. Astrid est tombée en combat en me protégeant. Lucia a péri dans un incendie en tentant de sauver ses toiles. Anna a été fusillée par les nazis après avoir refusé de me dénoncer. Maria est morte de grain quand j'ai dû partir, chassée par les autorités coloniales qui me soupçonnaient de sorcellerie. Sophie tend la main, et Florence ajoute avec la tendresse infinie. Pourquoi sommes-nous condamnés à cette souffrance éternelle? Alexandre capture sa main, y posant ses lèvres avec une tendresse infinie. Parce qu'il y a très longtemps, dans notre première vie commune, nous avons commis un péché impardonnable. Une trahison qui a causé la destruction d'un monde entier. Les yeux de Sophie s'écarquillent. L'Atlantide. C'est de cela que parlait Maria dans sa vision. Nous étions prêtres et prêtresses du temple de la lumière, gardiens des cristaux sacrés qui maintenaient l'équilibre de la cité. Et par amour, par stupide orgueil amoureux, nous avons tout détruit. La révélation d'Alexandre plonge Sophie dans un abîme de souvenirs enfouis. Soudain, sans prévenir, les images déferlent dans son esprit comme un raz-de-marée. Elle se voit dans une autre époque, dans une autre réalité, l'Atlantide. La cité de cristal s'étend à perte de vue, ses tours translucides captant et redistribuant la lumière divine. Sophie, alors nommée Élia, porte une robe de soie blanche, ornée de symboles sacrés. Ses cheveux dorés couronnés d'un diadème de pierres précieuses, elle monte les marches du grand temple. À ses côtés, Théron,
L'âme qui habite maintenant Alexandre avance d'un pas solennel. Grand prêtre du Temple de la Lumière, il porte sur lui le poids de la responsabilité spirituelle d'un peuple entier. Ils sont les gardiens suprêmes, choisis par les dieux pour protéger les cristaux de pouvoir qui maintiennent Atlantide en équilibre au-dessus des eaux. Mais leur amour, pur au début, s'est transformé en obsession dévorante. « Je vois tout maintenant », murmura Sophie, les larmes ruisselant sur son visage. « Nous étions censés rester purs, célibataires, dévoués uniquement à notre mission sacrée. » Alexandre hoche la tête, le regard hanté par ses souvenirs millénaires. « Mais nous nous sommes aimés en secret. Nos rencontres clandestines, nos serments d'amour éternel. Chaque baiser était un sacrilège, chaque étreinte une trahison envers notre peuple. » Sophie revoit la chambre secrète, sous le temple, leurs corps enlacés dans la lueur des cristaux sacrés, leurs âmes fusionnant dans une passion qui défiait les lois divines. Le grand oracle nous a découverts. Il nous a donné un ultimatum, renoncer à notre amour ou abandonner notre charge. Et nous avons choisi l'amour. Nous avons fui ensemble, emportant les cristaux de pouvoir, pensant que notre amour était plus fort que tout. L'image suivante fait gémir Sophie de douleur. Sans les cristaux dans le temple, l'équilibre magique de l'Atlantide s'effondre, les eaux se déchaînent, les tremblements de terre ébranlent les fondations de cristal. En quelques heures, la plus grande civilisation de l'histoire sombre dans les abysses. Des millions de morts, sanglote Sophie. Des millions d'innocents ont péri par notre faute. Notre amour égoïste a détruit un monde entier, confirme Alexandre, le visage ravagé par la culpabilité. Et depuis, nos âmes errent, condamnées à payer cette dette karmique. Dans chaque réincarnation, nous nous retrouvons, nous nous aimons et la tragédie nous rattrape. Sophie comprend maintenant pourquoi leurs amours ont toujours été marqués par la souffrance, pourquoi le bonheur leur échappe systématiquement. Ils expient, vie après vie, le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi vous vous souvenez de tout, alors que moi, je découvre seulement maintenant? Alexandre s'agenouille devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Parce que j'ai demandé à porter ce fardeau seul. À chaque réincarnation, j'ai supplié les forces cosmiques de me laisser la mémoire pour vous protéger de cette souffrance. Mais à chaque fois, j'échoue à vous sauver. Et cette fois, demande Sophie, le cœur serré. Cette fois, j'espérais que la science moderne pourrait nous aider à comprendre, à briser le cycle. En vous faisant revivre consciemment nos vies passées, je pensais que nous pourrions enfin trouver la rédemption. Sophie ferme les yeux, sentant le poids écrasant de ce karma ancestral. Que faut-il faire, Alexandre? Comment briser une malédiction vieille de 12 000 ans? Le laboratoire silencieux devient le théâtre d'une décision qui va déterminer le destin de deux âmes errantes depuis des millénaires. Sophie et Alexandre se font face, portant sur leurs épaules le poids de leur faute ancestrale. « Il n'y a qu'un seul moyen », murmure Alexandre, sa voix chargée d'une détermination douloureuse. « Le sacrifice ultime. » Sophie sent son sang se glacer. « Non, vous n'allez pas. » L'un de nous doit renoncer définitivement à l'autre, briser le lien qui nous unit, accepter de ne plus jamais se réincarner ensemble. C'est le seul moyen d'arrêter ce cycle de souffrance. Les larmes de Sophie redoublent. Après avoir enfin retrouvé l'homme qu'elle aime depuis la nuit des temps, après avoir compris la vérité sur leur destinée liée, elle devrait accepter de le perdre à jamais. Alexandre, non, il doit y avoir un autre moyen. Il secoue la tête, ses yeux verts brillants de larmes contenues. J'ai cherché pendant des siècles, Sophie. J'ai consulté tous les maîtres spirituels, étudié toutes les traditions mystiques. Le karma ne peut être brisé que par le sacrifice de ce à quoi nous tenons le plus. Mais soudain, Sophie se redresse, une lumière nouvelle dans le regard. Attendez, et si nous nous trompions? Elle se met à arpenter la pièce, son esprit scientifique reprenant le dessus. Tout ce temps, nous avons considéré notre amour comme la cause de notre malheur. Mais et si c'était l'inverse? Et si notre erreur n'était pas de nous être aimés, mais de ne pas avoir eu assez confiance en cet amour? Alexandre la regarde sans comprendre. À l'Atlantide, nous avons fui par peur. Nous avons volé les cristaux parce que nous pensions que le monde était contre nous. Nous avons agi par égoïsme et par peur, pas par amour véritable. Que voulez-vous dire?
Sophie prend ses mains, les serrant avec force. L'amour véritable, Alexandre, c'est le don de soi. C'est accepter la responsabilité de ses actes et pardonner. Si nous voulons briser ce cycle, ce n'est pas en nous séparant, mais en transformant notre amour égoïste en amour universel. Elle ferme les yeux, se concentrant sur toute la souffrance accumulée au cours des siècles. Je pardonne à Théron son orgueil. Je pardonne à tous ceux que vous avez été leur faiblesse. Et surtout, elle prend une inspiration profonde. Je me pardonne à moi-même. Quelque chose change dans l'atmosphère de la pièce. Une lumière douce, presque imperceptible, semble émaner de leurs corps enlacés. Je t'aime, Alexandre, non plus par passion dévorante ou par habitude karmique, mais par choix conscient. Je choisis de t'aimer sans condition, sans attente, sans peur de te perdre. Alexandre sent quelque chose se briser en lui. Toute la culpabilité, toute la souffrance accumulée pendant des millénaires se dissolvent dans cette déclaration d'amour pur. Et moi, je choisis de t'aimer sans chercher à te protéger de ton propre destin. Répond-il, sa voix tremblante d'émotion. Je renonce à porter seul ce fardeau. Je te fais confiance, Sophie. Je nous fais confiance. Au moment où leurs lèvres se rencontrent, une onde d'énergie traverse leur corps. Ils sentent littéralement les chaînes karmiques se briser, leurs âmes enfin libérées de cette prison temporelle. Les semaines suivantes bouleversent le monde scientifique. Les enregistrements de Sophie, vérifiés et authentifiés par des historiens du monde entier, constituent la première preuve irréfutable de l'existence de la réincarnation. La science et la spiritualité se rencontrent enfin, ouvrant une ère nouvelle pour l'humanité. Mais pour Sophie et Alexandre, la vraie victoire est ailleurs. Pour la première fois depuis l'Atlantide, ils vivent un amour libre, sans l'ombre de la tragédie qui planait sur leurs existences passées. Ils ont appris que la rédemption ne vient pas du sacrifice, mais de l'amour inconditionnel et du pardon. Leurs âmes, enfin apaisées, peuvent désormais écrire une nouvelle histoire. Une histoire où l'amour triomphe du karma, où la conscience libère du passé, où deux cœurs unis traversent l'éternité dans la paix et la joie.